Allez, monsieur Ray, je vais donner tout de suite la parole à Thierry Allard qui va vous poser les premières questions. Nos sociétaires, dans quelques instants, ont aussi des questions pour vous et vont vous interpeller. Mais pour l'heure, c'est l'heure de la question coquine, la question politiquement coquine. C'est à vous, Thierry. Je sais pas si Alice coquine, c'est juste je me prends des nouvelles. Tout va bien, vous avez pas soif ? Il vaut mieux pas parce qu'on n'a plus d'eau, donc on est obligé de boire autre chose. Voilà, parce que dans le Gard-Audanien, certaines communes ont soif. Je pense à à Saint-Marcel-de-Carréré, par exemple, qui est ravitaillé depuis près d'un an par des camions citernes, payés par l'agglo. Je crois qu'il y en a eu pour plus de 300 000 € déjà. De rotation, oui, et de travaux, 2 millions, un peu plus même. Oui, voilà. Comment est-ce qu'on s'en sort de cette situation-là ? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? On s'en sort par plusieurs éléments mis côte à côte, si j'ose dire. D'abord, une prise de conscience. Je crains qu'on ne prenne conscience que lorsqu'on ouvrira son robinet qu'il n'y aura pas d'eau qui va couler. Donc j'espère qu'on prendra conscience avant. Pour ça, il faut qu'on sécurise l'approvisionnement en eau, parce que c'est quelque chose d'important. Mais il faut aussi qu'on travaille sur tout ce qui est non nécessaires et sur lesquels on peut travailler aujourd'hui. Ça passe aussi par des règles d'urbanisme, ça passe par... les piscines, par exemple ? Alors les piscines, limiter la taille des piscines, limiter la profondeur des piscines. C'est pas... Vous savez, aujourd'hui, une piscine, vous n'êtes pas obligé de faire une piscine olympique. Vous pouvez faire des piscines beaucoup plus réduites, avec moins de fond, ça consomme moins d'eau. Mais les piscines, d'une manière générale, il faut interdire de les vider. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui viennent sur notre territoire, qui remplissent les piscines en début d'été, qui les vident avant de partir après l'été, et qui les re-remplissent l'année d'après. Il faut les laisser pleines en permanence, les faire tourner pour pas que l'eau justement tourne. Mais il y a des techniques aujourd'hui qui nous permettent de moins consommer. Et puis, il y a la recherche des fuites, il y a tout un travail qui est fait sur l'urbanisme. Il faut aussi se poser des questions. Quand on autorise des constructions qui sont très éloignées des bourgs, des centres-villes, c'est du réseau. Nous, aujourd'hui, sur l'agglomération du Gard-Audanien, c'est 1000 km de réseau à gérer. Ouais. Donc 1000 km de réseau, si vous faites 1% de renouvellement, il vous faut 100 ans pour avoir fait la totalité du réseau. En 100 ans, vous avez le temps de générer des fuites. Si vous faites 2%, ce qu'il faudrait au minimum, c'est-à-dire 50 ans, c'est-à-dire à peu près la durée de vie d'un réseau, là, vous allez pouvoir améliorer. Mais peut-être falloir accélérer sur les réseaux, parce que quand le plan eau a été annoncé, l'agglomération du Gard-Audanien fait partie de la liste des collectivités dont le taux de rendement des réseaux d'eau est inférieur à 50%. Alors, c'est vrai et c'est faux. En fait, la réalité, c'est qu'il y a une commune qui est concernée, et comme toutes les communes ont transféré à l'agglomération la compétence eau, c'est devenu le patatoïde agglomération. Sur la problématique des fuites, il n'y a qu'une seule commune qui est concernée, sur lesquelles on aura ces fameuses aides sur la recherche des fuites. Oui, parce que là, ça signifie que sur cette commune-là, en tout cas, plus de la moitié de l'eau qu'on traite et qu'on envoie dans le réseau est perdue. Absolument. Absolument. Ça ne peut pas durer. Ah non, ça ne peut pas durer, mais de toute façon, il faudrait qu'on arrive à peu près à 80% de rendement. Sur Bagnols-sur-Cèze, on est à 83 ou 84%. Je sais ce que ça a coûté financièrement de passer... C'est les derniers pourcentages qui sont les plus durs. Quand vous êtes à 30% de rendement, pour passer à 50 ou à 60, c'est pas très compliqué. C'est souvent des très grosses fuites ou des très gros problèmes que vous pouvez résoudre avec presque une opération. Quand vous atteignez 70-75%, chaque pourcent à gratter est extrêmement compliqué. Donc c'est très difficile, mais oui, absolument, il faut qu'on le fasse systématiquement. Thierry, on parle à présent de la redevance incitative. Oui, effectivement, le point sur la redevance incitative, depuis le 1er janvier, on est en année test, et j'ai ouï dire que les premiers résultats étaient plutôt encourageants. Est-ce que c'est vrai ? Oui, sur le premier trimestre, on est à peu près à 22% de baisse des ordures ménagères. Sur la France entière, avec la crise, l'inflation et la baisse de la consommation, il y a une baisse qui tourne autour de 6-7% de manière nationale. Donc on peut imaginer qu'aujourd'hui, sur le premier trimestre, où la mise en place n'est pas finie et qu'elle continue à monter progressivement, on est d'ores et déjà à 15% d'effet sur la redevance incitative pour la baisse. Quelles sont les premières remontées de vos administrés, positifs et négatifs ? Il y a les deux. Il y a ceux qui nous disent... C'est quoi qui revient le plus ? Alors, quand ça va bien, en général, on ne me le dit pas, vous voyez, c'est un peu le principe quand même. Quelqu'un parlait que la démocratie, c'est être à portée de baffe, c'est à peu près l'idée quand même. Quand les choses vont bien, c'est rare qu'on vous arrête pour vous dire « Super, je vous l'ai pas dit, franchement, super ». Non, c'est assez rare. Par contre, les points négatifs. Donc les points négatifs, oui, c'est parce que les gens n'ont pas encore tous les containers individuels. Ils se réveillent juste maintenant. Il y a aussi des gens qui sont en résidence secondaire qu'on n'a pas pu joindre, qu'on est en train de joindre. Aujourd'hui, il nous reste moins de 2500 containers, 2500 foyers à équiper. Et on aura équipé la totalité du territoire. En tout cas, vous êtes regardé dans d'autres territoires du Gard, puisque même Nîmes Métropole, Franck Proust réfléchit, attend de voir
les premiers effets sur le Gard-Rhodanien pour, pourquoi pas, mettre en place cette redevance incitative, c'est pas y le seul. compris sur le territoire de Nîmes Métropole. Il y a beaucoup de vos homologues qui disent on les laisse partir devant, Oui, on c'est regarde ça, comment c'est ça ça, marche. c'est C'est plutôt une fierté, je Mais présume. C'est une grande fierté et je leur dirais qu'il vaut mieux partir devant parce que dans la grande bataille de Russie, Napoléon, c'est derrière qui se sont fait laminer, c'est pas devant. Donc vous savez, partir devant ou partir derrière, c'est tout à fait subjectif. Demain, on va voir un projet hydrogène dans le nord, on traverse toute la France, mais de retour, on s'arrête au Sicoval, chez qui on était les premiers à aller voir la redevance incitative, c'était eux en Occitanie, c'est à côté de Toulouse, qui avaient lancé le process, on était allé les voir il y a maintenant 4-5 ans. Et là, on va les revoir, donc 4-5 ans plus tard, parce qu'eux, en gros, ils ont 4-5 ans d'avance sur nous. Et donc là, on fait un point vendredi avec eux pour voir un peu comment ça continue de se déployer. C'est un travail... Vous savez, les composteurs individuels, on en vendait une centaine par an. L'an dernier, on en a vendu à peu près 800 sur l'ensemble de l'année. Cette année, on en a déjà vendu presque 900 en 3 mois. Donc voilà, les mentalités La changent. dynamique est là. Oui, et puis de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut faire des choses. On ne peut pas laisser continuer à s'entasser des poubelles, à faire en sorte que ces quantités astronomiques, 272 kilos par an et par habitant, c'est pas viable, surtout quand on sait qu'à l'intérieur, 80% des choses n'ont rien à y faire. Donc oui, il y a des choses faciles à faire qui ont des impacts. Et surtout la question du coût aussi, parce que pour Et la ça va collectivité, c'est un Bien sûr. coût extraordinaire. Et pour les citoyens, ça baissera. Thierry, on dit un mot tout de suite de l'Audun-Lardoise. On va en reparler bien évidemment tout à l'heure, mais sur un autre sujet. Mais vous aviez une question, puisque le maire de l'Audun-Lardoise était sur ce plateau il y a quelques jours. Effectivement, je vais me faire un petit pense-bête pour aller chercher mon badge pour pouvoir ouvrir les poubelles pour l'agence de bagnole. Effectivement, je ne l'ai pas encore fait. Donc oui, sur l'Audun-Lardoise, on en reparlera tout à l'heure. Mais bon, quand même, vous avez été mis en cause par Yves Cazorla, le maire de l'Audun-Lardoise, sur le fiasco, on peut dire, du dossier de la plateforme Jiffy qui devait s'installer sur l'ancien site d'ArcelorMittal. Alors vous, pour la faire simple, vous dites que c'est la faute du maire de l'Audun-Lardoise. Lui, il dit que c'est votre faute. Une bonne fois pour toutes, qu'est-ce qui s'est passé? À qui la faute selon vous? Les choses sont assez simples. Je vais prendre peut-être un parallèle pour que tout le monde comprenne. Si un jour vous achetez une maison ou un terrain ou un bien quelconque, vous allez commencer par une phase de compromis, c'est assez classique. Et le compromis, il a en général 2 clauses suspensives, c'est l'obtention du permis de construire et l'obtention de vos prêts pour pouvoir acquérir le bien, le terrain ou la maison. C'est en gros ça. Nous, pour le terrain, c'est la même chose, on en était au niveau du compromis. Et donc, si vous cassez le compromis pour autre chose que ces clauses suspensives, vous devez des intérêts à la personne avec qui vous avez fait le compromis. Nous, à quelques semaines avant le compromis, il a commencé à dire il faudrait peut-être réfléchir à faire une entrée sud, c'est-à-dire ressauter le chemin de fer. Qui a commencé à dire ça? Le maire de l'Audun. L'entrée sud, il a commencé à dire qu'il faut des murs anti-bruit. Mais il avait peut-être raison, d'ailleurs, le problème n'est pas là. Moi, j'ai simplement dit, mais à 15 jours de la signature, on ne peut pas refaire le match. Donc, je lui ai écrit un courrier simple, il y a 10 lignes, en lui disant, vous connaissez le projet tel qu'il est, merci de me répondre par écrit, une bonne fois pour toutes, si vous le voulez ou si vous ne le voulez pas, avant de signer le compromis. Il m'a répondu à l'oral qu'il avait besoin de temps pour régler encore des questions qu'il avait pour lui. Donc on est passé de mémoire du 18 octobre au 9 novembre pour la date du compromis. Le 8 novembre à 20h, j'ai fait le tour de toutes nos boîtes mail, de tout notre courrier. Je n'avais aucun écrit qui me disait si oui ou non il était pour. Donc on a dit stop, on ne prend pas le risque de signer un compromis sur lequel il faudra peut-être payer des indemnités si le projet ne se réalise pas. Donc du coup, aujourd'hui on est reparti sur une phase de concertation un peu générale. Mais moi je comprends les habitants de l'Ardoise. Ce qui m'agace un peu, c'est que je pense qu'il a découvert en septembre 2022 qu'il y avait des habitants dans le hameau de l'Ardoise, et il y en avait certainement bien avant septembre 2022. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en 2004, quand la dernière usine s'arrête, entre 2004 et 2022, il y a des gens qui sont venus habiter dans le hameau, qui ont, je pense, jamais connu les nuisances industrielles et qui sont très inquiets de ce qu'on va y faire. Mais le rôle de l'agglo, c'est d'aménager, de proposer des projets sur des terrains. Il faut que la mairie soit d'accord sur ces projets, sinon ça n'a aucune chance d'y arriver. Mais lui, il n'arrête pas de dire qu'il était d'accord. Il ne me l'a jamais écrit, il me l'a jamais... Enfin, je vous montrerai le courrier que je lui ai envoyé. Franchement, il y a 10 lignes. Je suis sûr que même vous, Thierry, vous arriverez au bout du courrier sans difficulté. Allez Thierry, je vous redonne la parole dans quelques instants. On va proposer à nos sociétaires de poser des questions à notre invité. On va démarrer avec Jean-Baptiste. Oui, Monsieur le Président, une question au soutien d'Emmanuel Macron que vous êtes. On parlait tout à l'heure de débat sur la réforme des retraites. Il semblerait que le Président réfléchisse à un remaniement de son gouvernement
Et j'ai lu aujourd'hui que le nom de Gérard Larcher était évoqué pour devenir Premier ministre. Et donc on entrerait dans une nouvelle phase politique, une phase de coalition. Est-ce que cette perspective, vous la soutiendriez ? Non, moi, je suis pas très branché sur la politique fiction, mais qui que ce soit, je ne sais même pas s'il y aura un remaniement ou pas. Vous savez. Est-ce que cette idée de coalition avec un Premier ministre LR, vous la soutiendriez ? C'est un jeune LR qui vous pose la question. Je précise que je n'y suis pas favorable. Hein. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est d'avancer sur un certain nombre de projets et d'avoir une réalité ADN de ces projets-là. Peut-être qu'on reparlera tout à l'heure de la fin de vie ou un certain nombre de choses sur l'eau qu'on a évoquées tout à l'heure. Je pense que ce ne sont pas des sujets à aborder sur un plan dogmatique. Il faudra regarder, trouver des majorités. Maintenant, si c'est un symbole fort, hein, un Premier ministre. Bien sûr. Si c'est pour ça que la question mérite. C'était des Gérard Larcher. J'ai rien contre lui personnellement, mais la valeur politique qu'il incarne est plutôt une valeur, on va dire, plutôt de droite conservatrice qui, moi, me correspondrait pas. Je pense que ce qui fait l'ADN de Macron, c'est un modernisme social et sociétal et un libéralisme économique. Si on sort de ces de ces deux paradigmes, on n'est plus dans le et. Ce serait pas le Premier ministre LR, hein, si je peux me permettre. Parce qu'Édouard Philippe et Jean Castex, ils en tenaient. Il y a une nuance qui est importante, c'est que les premiers ministres que vous citez, ils avaient quitté LR. Là, c'est le nom qui est évoqué, c'est quelqu'un qui est chez LR. Oui, qui est président du Sénat. Voilà, qui est président du Sénat. Ça changerait quand même fondamentalement la chose. Et si je comprends bien vos propos, vous soutiendriez plus Emmanuel Macron dans cette hypothèse. C'est pas une question de soutenir ou pas. Il faut voir après les actes qui seront. Mais laissons faire le temps, regardons les équipes. Vous savez, en ce moment, à chaque jour suffit sa peine très largement. Pour vous, Jean-Baptiste, ça clarifierait peut-être quelque chose, c'est qu'Emmanuel Macron est bien de droite. Claire, votre question à notre invité. Moi d'abord, j'avais aucun a priori avant de vous rencontrer. Et je suis extrêmement contente d'avoir en face à moi quelqu'un de cash, qui ne se dérobe à aucune question, qui parle comme vous le faites, et je trouve que c'est suffisamment rare pour être souligné. Donc pour ça déjà, vous avez bien fait de venir. Merci. Donc, déjà pour ça, merci. La deuxième chose, je m'adresse aux gens qui nous écoutent. Effectivement, on ne vide pas les piscines. Alors, il faut acheter ce qu'on appelle de l'hypochlorite de calcium. C'est un petit peu plus cher que le chlore, mais ça a l'avantage de ne pas vider sa piscine chaque année. Et ça coûte quand même aux environs, une piscine moyenne, taille moyenne, ça coûte environ 160 à 200 euros en eau par an, si je ne me trompe pas. Et la troisième chose, c'est que Thierry m'a piqué ma question. Moi, je voulais revenir sur je voulais parler de la redevance incitative. Alors, en gros, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, parce qu'il y en a quand même certains, c'est un peu le principe du pollueur-payeur. Plus tu consommes, plus tu jettes, et donc là, plus tu payes, parce qu'il n'est pas normal que les gens paient pour toi. Tu vis seul, ou tu as une famille de 5 enfants qui jettent tout, qui consomment des jouets, du plastique, bref. Et moi, évidemment, je suis pour ça. Et je voudrais vous demander exactement, dans le détail, comment ça fonctionne. Parce que là, on parle de badge, on parle de container, mais ça fonctionne comment exactement ? Parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais de toute façon, les gens, ils iront jeter leurs poubelles chez les voisins, comme ça coûtera moins cher. » Non, mais c'est très bien clair. Vous avez raison, parce que, bien évidemment, tout le monde, il faut faire preuve de pédagogie, parce que c'est pas clair encore, y compris, je présume, pour des habitants du Garonne. Comment ça fonctionne, cette histoire de badge ? J'ai fait 12 réunions publiques, Thierry Allard en a suivi quelques-unes. Elles ont duré en moyenne 3 heures. Oui. Donc, moi, ça ne me dérange pas de parler de redevance incitative. Non, mais juste comment ça fonctionne. C'est exactement ce que vous avez dit. On a un container. C'est le principe, il faut trier. Si vous triez, c'est pas cher. Si vous triez pas, ça vous coûte un bras. Donc, c'est aussi simple que ça. D'accord. Le tri, c'est tout ce qui emballe, c'est le jaune. Le vert, c'est de l'apport volontaire. Le papier, c'est de l'apport volontaire. Il faut composter. Donc tout ce qui est épluchure de courgettes, de pommes de terre. Quand on a un petit appartement, on composte comment ? Alors si vous compostez uniquement avec des végétaux, on vous fournit le compost. Il n'y a pas d'odeur sur un compost. L'odeur vient dans un compost avec un certain nombre de nuisances si vous y mettez des os, de la viande, du poisson, tête de crevette, enfin, etc., etc. Si vous y mettez que des légumes, votre compost, alors on vous explique comment le faire évidemment, mais ça ne produit pas d'odeur. Et pour les hypercentres, ce qu'on a fait aujourd'hui sur l'ensemble du territoire de l'agglomération, on en a déjà installé une 40aine. On va doubler ce chiffre d'ici la fin de l'année. On a ce qu'on appelle des composteurs collectifs et ça fonctionne très bien. Donc on a ça se présente un peu, excusez-moi, mais
un peu comme votre bureau, de cette taille-là, avec un couvercle, on soulève. Ça fera plaisir à Vous Romain avez- Cura. Et On dirait que ça On ressemble à va des y poubelles. porter ses épluchures. en Mais fait. la poubelle, c'est quelque chose. Oui, mais c'est très bien ce que vous dites, parce que c'est pas bien de penser que la poubelle, c'est pas bien. Le déchet, c'est pas parce que c'est quelque chose qu'on jette que c'est pas noble. Et donc, oui, le jour où les gens de l'art s'intéresseront peut-être un peu plus aux déchets et à la poubelle, ça pourra faire avancer les mentalités. Surtout que le compost, c'est pas perdu. Et le compost n'est pas perdu. Et donc vous avez des composts collectifs qui sont dans les villes, et avec, on appelle ça des maîtres composteurs qui vérifient que ça fonctionne bien, et vous pouvez aller jeter directement dans ces composts. Allez. Les épluchures dans, Oui, dans le bac. Absolument. Voilà. Absolument. Et au Donc niveau on technique, portera son verre d'un côté Oui. et ses épluchures de l'autre côté. Oui. Et si vous faites ça, vous allez vous rendre compte que ce qu'on appelle la poubelle Moi, noire, je le le fais dernier déjà, résidu, bien sûr. il est très très Bien sûr. faible. Et vous remplissez. Moi aujourd'hui, on est une famille de 3. J'ai fait un sac de 30 litres, je le remplis en 15 jours. Alors Claire, on vous invite peut-être à aller vous installer du côté du Gard rhodanien, parce que c'est la modernité du Gard. Ben, c'est-à-dire Il y a que, pas de corrida, là-bas. c'est-à-dire que comme moi on m'a dit il y a pas plus tard qu'hier, j'ai des voisins qui m'ont dit de toute façon ça sert à rien de trier. La dernière fois on a vu tout est parti dans la même benne à Nîmes. J'espère Après que c'est je pas dis le ça, cas, je dis Yves, rien. mais- hein. Allez, En tout cas, c'est Thierry, pas le cas chez nous. pour terminer, 2 dernières questions sur l'actualité nationale. Oui, bon, j'aurais bien aimé savoir ce que vous voulez mettre à la place de Jiffy Ah oui, je sur vous en le- prie, sur sur le Jiffy. terrain d'ArcelorMittal, enfin l'ex-terrain d'ArcelorMittal. On profite, on optimise les déplacements. Alors on l'optimise. C'est moi qui conduis le petit minibus, on part à 6 là. Demain on sera. Jeudi, on sera à le Bouin, au Bouin. On va visiter une centrale d'hydrogène. Ça fait partie des projets. On a beaucoup de prospects, mais encore une fois, on les fera avec tout le monde. Donc tout le monde on les a tous sollicités par écrit pour que chacun nous donne ce qu'il a envie de voir, ce qu'il n'a pas envie de voir. On va ensuite faire des réunions de travail où on va décider, et on va montrer les prospects aussi, parce qu'il n'y a rien à cacher. Et il faut qu'à un moment donné, il y ait une réelle adhésion à la fois de la population, à la fois des élus, et à la fois de tous les aménageurs potentiels de ce site. On a déjà commencé les réunions là-dessus. Donc des prospects, il y en a beaucoup, beaucoup. Et puis ensuite, on les mettra tous sur la table et on choisira sereinement comment les déterminer. Allez Thierry, pour terminer. Ok, donc l'actualité nationale, vous en avez brièvement parlé tout à l'heure, mais c'est un sujet qui fait l'actualité en ce moment à la faveur de la Convention citoyenne, donc c'est la fin de vie. Donc la Convention citoyenne s'est prononcée pour une évolution de la loi, pour aller vers une loi une loi à la belge, comme on dit, pour pouvoir aller vers l'euthanasie. Et vous, quel est votre point de vue là-dessus ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Quand j'ai été élu pour la première fois maire de Bagnols en mars 2008, et en décembre ou novembre 2008, donc de la même année, on a fait voter une motion. J'ai fait voter une motion en faveur de l'évolution déjà à l'époque. Donc ma position n'a jamais changé. Mais je pense que je suis donc en faveur évidemment de l'évolution pour aller vers le suicide assisté, ou en tout cas pour choisir. Ce que moi je peux tout à fait. Je pense que ce qui est le plus important, c'est la liberté dans tout ça. Il faut qu'on puisse dire ce qu'on a envie ou pas. Personne n'a envie de mourir. Personne, j'ai jamais connu en disant ouais super, on va mourir, super. C'est pas tellement fun quoi. Mais globalement, on devrait tous y passer un jour ou l'autre. Et donc moi aujourd'hui, personnellement, je veux avoir mes capacités cognitives jusqu'au bout. Si j'attrape une maladie ou quelque chose qui me fait ne plus les avoir, je souhaite pouvoir ne pas vivre ça et ne pas faire vivre ça. Il y a peut-être des gens dont ça sera l'extrême inverse, de pouvoir aller jusqu'au bout, avoir une présence, peut-être que d'avoir des gens qui ont des grandes familles, quelqu'un qui va les tenir la main pendant des semaines et semaines. Ou les soins palliatifs. Mais les soins palliatifs, moi, c'est même pas une question de d'aimer ou pas aimer. Ce qui m'effraie un peu dans les soins palliatifs, c'est que, je ne sais pas si vous avez déjà eu des opérations, mais quand vous avez des opérations et qu'on vous met sous morphine ou quand on vous met un certain nombre de produits pour ne pas sentir la douleur, c'est très efficace, mais vous êtes quand même dans un état plutôt sympa, quoi. Vous planez. Donc, moi, je n'ai pas envie d'être dans un état où je ne vais pas maîtriser la réalité. Mais elle est où de mes la limite, émotions. monsieur Ray ? Elle est où la limite ? Mais je pense qu'elle est très qu'il faut individuelle, être la limite. condamné Non, à je pense mourir. elle est individuelle. Ou pour vous, y compris quelqu'un qui veut se suicider, on Mais pourrait aujourd'hui- imaginer, même s'il n'est pas condamné Aujourd'hui, par c'est la le- maladie. Aujourd'hui, c'est le cas, il est condamné que par la société. Aujourd'hui, quelqu'un qui se suicide, c'est un drame absolu, mais il le fait parce qu'il en a la capacité souvent cognitive et physique. Donc, pour des situations qui vous paraissent tout à fait pas... Mais est-ce que ça ouvre pas la définitives. voie à des dérives ? Mais pourquoi ça ouvrirait la voie à des dérives ? Le fait de choisir, de déterminer comment on a envie, comment on souhaite finir sa vie, et simplement qu'on puisse le permettre. Et l'environnement
médical, c'est avant tout, et d'abord, on l'a suffisamment dit ces derniers mois et même ces dernières années, c'est un service public, c'est un service qu'on rend. Et donc oui, moi j'estime on est en droit d'être bien soigné, mais être bien soigné, c'est aussi être accompagné jusqu'à la fin, selon ses propres désirs. Et si des gens ont envie de pouvoir, ont la conviction que c'est le plus important, c'est de tenir le plus possible, mais c'est leur liberté absolue. Même si il y a des médecins, il y a des médecins hospitaliers qui considèrent qu'aujourd'hui la loi Leonetti est suffisante. Oui, mais et ils sont pour autant confrontés quotidiennement mais tout ça c'est, à des cas de conscience. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Aujourd'hui, peut-être pas pour ces médecins. Non, mais le suicide assisté, il existe déjà aujourd'hui. Il y a un certain nombre de maladies dont on met des doses létales à des gens dont on sait qu'ils sont dans une situation... Il ne reste que quelques semaines. Donc, ils le font déjà. Sauf que peut-être... Oui, mais quelques semaines, à quelques années ou à plusieurs dizaines d'années, c'est pas la même chose. Ce qui est injuste, c'est à la fois le fait qu'il faut que ce soit reconnu par l'État, ne serait-ce que pour les héritages, que pour les assurances-vie, que pour toute une série de choses qui se mettent en place. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que si vous avez un suicide classique, eh bien, il n'y a pas toute une série de retombées financières qui sont importantes pour les familles. Donc, il faut arrêter d'être dans l'hypocrisie et clarifier les choses. Après, moi, il n'y a pas de vraies mesures, de bonnes mesures ou de mauvaises mesures. Je pense que chacun a une approche par rapport à la mort qui lui est particulièrement intime et particulière. Je pense que la loi ne doit pas rentrer dans cette intimité-là, elle doit simplement donner la liberté de choisir à chacun. Et cette liberté de choisir, j'étais récemment dans un débat sur des soins palliatifs qui était très intéressant, mais tout de même en soins palliatifs, vous avez beaucoup d'antidouleurs en permanence. Moi, j'ai pas envie de manquer de lucidité sur la fin de mes jours. Mais c'est quelque chose de très personnel. Et on rappelle quand même que chaque année, beaucoup de Français font ce choix d'aller mourir, mais à l'étranger, en Belgique et en Suisse, par exemple, où ces méthodes-là sont employées. Moi, merci. Effectivement. J'ai juste une petite question. Rapidement, parce que là, on arrive vraiment au bout. Est-ce que vous avez rédigé vos directives anticipées ? Alors, non, mais je les ai répétées à plusieurs reprises et après, non, mais je les ai pas écrites, effectivement. Il faut les écrire. Je n'y manquerai pas de le faire. Je l'ai fait. Non, mais là, la vidéo de cette émission comptera, je pense. Merci beaucoup, Jean-Christian Rey, d'avoir répondu à toutes nos questions.